Donc Samia, toi tu es venue ici devant BFM. Alors tu es venue parce que tu es concernée directement par les placements abusifs. Explique-nous un petit peu ton histoire. Alors moi j'ai été victime d'un placement abusif le 26 juin 2018. J'avais initié moi-même une demande d'AMO, ce qu'on appelle une assistance éducative en milieu ouvert. Et j'ai demandé au juge, puisque mon fils m'avait confié ses souffrances, qu'on mette en place une AMO. J'ai pas eu gain de cause tout de suite, mais la juge des enfants a fini par ordonner la mesure. J'ai été reçue par une structure située dans les Hauts-de-Seine, bienveillante. Au préalable, l'éducatrice était jeune mais bienveillante et elle m'a bien confirmé que les souffrances de mon fils étaient avérées, à savoir des faits de maltraitance et de harcèlement moral. J'ai donc, d'un commun accord avec eux, puisque mon fils... Alors, qui est à l'initiative de ces maltraitances et de ce harcèlement moral? Le père et sa belle-mère. D'accord. Depuis petit, ils nous rapportaient des souffrances, mais on mettait plutôt sur le compte de la transition d'un domicile à l'autre lors de l'exercice du droit. Tu étais séparée en fait du papa? Oui, je suis séparée depuis 2018. J'ai divorcé par consentement mutuel. Donc au départ, ça se passait très bien. Puis voilà, il a refait sa vie et ils se sont mis pour me punir moi à harceler mon fils, à le maltraiter. Mais on n'avait pas conscience, si vous voulez, que les violences étaient aussi graves, puisqu'il s'agit en plus d'un enfant précoce avec une hypersensibilité. Voilà. Avec une hypersensibilité, c'est un enfant précoce, donc on a dû lui faire des tests de QI pour déterminer qu'il était précoce. Oui. Donc il entrait dans une éducation un peu particulière, puisque c'est pas la même éducation pour les enfants précoces. Ils préconisent des choses en général. Oui, donc c'est un peu comme ça que les signalements sont partis. Ou qu'est-ce qui a déclenché le fait qu'on te le retire? C'est ton comportement, c'est ce que tu as dit, c'est quoi exactement? Effectivement, il y avait un contexte scolaire, c'est-à-dire qu'il avait été harcelé initialement dans un collège, il avait suivi une scolarité dans un établissement Montessori, puisque c'était un enfant à haut potentiel. Il y avait eu des tests de fait depuis la primaire et il ne pouvait plus rester dans la structure du public. Le père s'était opposé à ce qu'il change d'école lorsqu'il était harcelé, et donc j'avais dû faire un référé pour qu'Adam puisse intégrer une école adaptée, à savoir un petit collège privé, dans ce catholique, mais très bienveillant. Et c'est comme ça qu'on a eu un signalement, mais d'un commun accord avec l'académie de Nanterre. Et puis de là a commencé le conflit. Le conflit s'est exacerbé et s'est intensifié à ce moment-là. Et là, ça fait combien de temps donc que tu n'as pas vu ton enfant? Alors là, je ne l'ai pas vu depuis le mois dernier, puisque la juge des enfants de Bordeaux a donc renouvelé la mesure éducative de mon fils. Alors que je n'étais pas présente, j'avais demandé un report puisqu'il y avait des erreurs juridiques. Je n'avais pas été convoquée dans le délai des 8 jours et donc j'avais demandé le report. Et en fait, ils ont quand même tenu l'audience et elle a renouvelé. Là, c'est encore plus grave. C'est une audience qui est nulle en fait, c'est une audience qui était intenable. Voilà, exactement. Et ils ont quand même tenu une audience intenable. Ils l'ont quand même maintenue. D'accord. C'est une erreur de droit manifeste, une violation de la loi. D'ailleurs, on s'étonne que dans les tribunaux, parfois, notamment en matière de droit de l'enfant, droit de la famille, que la législation en vigueur ne soit pas appliquée. Comment un juge peut faire déni de la loi. Le juge est là pour dire la loi. Il n'est pas là pour l'interpréter, il est là pour la dire. Dans les conditions qui sont accordées par le code de procédure pénale, c'est grave. Donc tout pourrait être annulé. Au final, toute la procédure peut être annulée. De toute façon, elle est nulle cette procédure. La procédure est illégale. Elle est illégale. On le voit sur les jugements. Il doit figurer certaines mentions, comme le nom du greffier, comme la signature, etc. Et on peut dire à 99% que toutes les jugements, les procédures qui ont été ordonnées ou rendues ne sont pas conformes à la loi et encore moins au code de procédure civile et encore moins au droit de la famille, puisque le JAF n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de ma demande de révision de la pension alimentaire et de droit de garde. Et aujourd'hui, toi exactement, qu'est-ce qui t'est reproché? Quels sont les reproches qu'on te fait pour te tenir éloigné de ton enfant
Alors là, on a renouvelé le placement en novembre pour 2 ans, jusqu'à sa majorité. Donc on voit bien que la protection de l'enfance veut maintenir la mesure le plus possible chez le parent malveillant, puisque ça juste... Donc il est chez son père. Il est chez son père, dans la région de Bordelaise. J'ai d'ailleurs fait appel au conseil départemental de Gironde, à la vice-présidente du conseil départemental, à qui j'ai envoyé plusieurs mails, puisque j'ai été élue précédemment sur 2 mandats. Et elle n'a jamais fait réponse. Elle est décédée depuis, mais elle n'a jamais fait réponse à mes mails. Donc elle était parfaitement informée. Donc j'attends. Est-ce que tu le vois, toi, mais quand même tu l'as vu. Dès la dernière fois que tu l'as vu, il se portait comment? Est-ce que toi, tu as des inquiétudes par rapport à l'éducation qui lui est donnée, le contexte dans lequel il peut vivre? Qu'est-ce que tu as pu remarquer? J'ai remarqué qu'il avait énormément maigri, notamment en 2019. Il était quasiment rachitique, ça se voit physiquement. Tu penses qu'il ne mange pas à sa faim? Ah oui, il ne mange pas à sa faim, ça c'est clair. D'ailleurs, quand il vient, il repart avec des provisions qu'il achète. Il est complètement dans le syndrome de Stockholm, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Il est sous emprise puisque lors de l'audience d'avril 2019, il a été auditionné par le juge de la cour d'appel et qu'il a révélé certaines choses qui ne sont pas rendues dans le jugement. Il a fallu que j'aille... Il n'y a pas de greffière? Si, j'ai demandé les notes du greffe et là on a vu effectivement que l'enfant avait confié des violences physiques, du harcèlement et c'est écrit noir sur blanc, mais ça n'a pas été retranscrit dans le jugement de la cour d'appel, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc on a rendu l'enfant au père, qui a continué à le garder, et puis voilà, il a été... On peut savoir qui est le père, quelle est sa condition sociale, de quelle origine il est, juste pour se demander s'il y a une partialité ou s'il n'y a pas une partialité, s'il y a préférence ou s'il n'y a pas préférence. On est en droit de se poser des questions. Écoutez, on est en droit de se poser des questions de façon légitime, puisque le père est fonctionnaire de police, qu'il n'a jamais produit, ou à ma connaissance, puisqu'il n'a jamais respecté le principe du contradictoire, c'est-à-dire qu'il n'a jamais transmis les pièces qu'il apportait au tribunal, savoir je pense très peu, et qu'il est fonctionnaire de police, sa compagne aussi est fonctionnaire de police, et qu'il prend comme argument pour pouvoir justifier la parole, la sacro-sainte parole, qu'il est fonctionnaire de police et assermenté. Qu'il a assermenté. Et moi je trouve qu'il est assermenté dans un cadre professionnel et pas dans un cadre privé. Exactement, voilà. C'est quand même fou qu'on puisse se servir de son assermentation pour valider sa bienveillance paternelle ou maternelle, alors que ça n'a absolument rien à voir. Donc là, j'ai l'impression qu'il déborde de sa fonction. Exactement. Totalement. Il faut savoir que mon ex-mari était sur les attentats de Charlie Hebdo. Du coup, il s'en sert. On retrouve quand même sur la dernière audience de la cour d'appel, où j'ai été très choquée. Vraiment là, j'ai été vraiment dans un état traumatique, où j'ai retrouvé quand j'ai voulu consulter le dossier. Là encore, on n'a pas de réponse des greffiers. Il faut vous déplacer donc de Paris à Bordeaux. Et j'y suis allée, je me suis présentée, on m'a donné le dossier. J'ai pleuré une demi-heure. Quand j'ai lu le jugement, j'ai retrouvé des documents attestant de sa présence au procès de Charlie Hebdo qui se passait à Port-de-Clichy. C'est quand même assez effrayant de voir les frères Kouachi dans un dossier d'assistance de mesures éducatives qui n'ont rien à faire comme justificatif dans un dossier d'assistance de mesures éducatives. Mais on voit là encore la sacro-sainte parole assermentée qui fait foi. Voilà. On trouve ça dans le dossier. Et ça, moi, je trouve ça très inquiétant. C'est très inquiétant, très très inquiétant. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui? Parce que là, tu es quand même venu pour réclamer une audience, une parole. Peut-être qu'on vous consacre un reportage sur les dérives des placements abusifs. Ah, j'ai oublié de te poser la question. Est-ce que tu as été victime, toi, de violences conjugales? Oui, une fois ou deux, effectivement. Dans un contexte il y a très très longtemps. J'en ai jamais parlé en fait. Mais c'est pas avec le même, avec le papa? Si, avec le papa. J'ai été mariée qu'une fois en fait. Mais effectivement, il y avait peut-être des prémices auxquelles j'ai peut-être pas fait attention. J'en sais rien. C'est un peu difficile puisque moi j'avais un mari aimant mais très pervers en réalité. C'est quelqu'un qui présente bien, qui est gentil. Voilà, c'est monsieur tout le monde. Donc c'est très difficile. Mais il y a une partialité, et moi ce que j'ai envie de dire,
c'est qu'il y a de plus en plus, ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a de plus en plus de placements abusifs. Et que je ne comprends pas, autant il peut y avoir des structures de la protection de l'enfance qui sont bienveillantes. J'ai eu encore quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit moi j'ai été suivie quand j'étais jeune par une structure bienveillante qui m'a aidée, etc. Mais autant il y a des structures avec des noms bien connus qui ont la main même sur certains départements. Les politiques sont au fait de cette situation, les élus sont au fait de cette situation, et il y a une chape de plomb, un silence qui fait que c'est très inquiétant. Je ne savais pas ce que c'était un placement abusif avant d'avoir été moi-même, concernée, victime. J'ai été victime pendant mon mandat d'élu, donc on est bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton. Tu as été élu où Dans les Hauts-de-Seine, pas très loin d'ici, à Clichy-la-Garenne. D'accord. Donc voilà, j'étais élu de l'opposition et précédemment maire adjoint à l'éducation. Délégué à l'éducation, personne ne s'est posé la question. Vous avez beau apporter toutes les preuves que vous voulez, puisque pour moi en droit c'est la preuve qui fait foi. C'est ce que j'ai écrit au tribunal. On vous accuse d'être une mère procédurière. Si j'étais procédurière et si je suis procédurière dans le bon sens pour protéger mon enfant, alors oui, je peux l'être. Mais comment on peut rendre des décisions sans s'appuyer sur le droit et sans s'appuyer sur la preuve et surtout sur la parole de l'enfant? Il faut savoir recueillir la parole de l'enfant, c'est ce qui me semble le plus important. Aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans que j'ai un coup de fil d'une personne qui a été victime d'un placement abusif. Ça concerne toutes les classes sociales, c'est ça que je voulais dire. Donc toi, tu mènes une action de fond, justement, avec les parents qui s'estiment être victimes de placements abusifs, qui s'estiment être des foyers aimants, et pour qui on a quand même placé leurs enfants. Par la force des choses, comme j'ai été élue, je suis reconnue d'un proche de la population. C'est ce qui m'a peut-être valu quelques problèmes. Et donc les gens continuent de venir vers moi, de m'appeler. Ça peut être des agents communaux, ça peut être des commerçants, ça peut être... Et je me suis rendu compte que tous, dans tous les corps de métier, dans toutes les classes sociales, on avait des placements abusifs. Sauf que là, ce que je trouve inquiétant, c'est cette dérive depuis quelques années, je pense, et surtout depuis cette dernière année, où il ne se passe quand même pas une journée sans que je sois au fait une situation de placement abusif. Donc ça m'inquiète, puisque ça se passe sur simple dénonciation. C'est-à-dire, voilà, vous avez un différend avec un animateur, il appelle les services sociaux et la machine est enclenchée. C'est triste. C'est triste et inquiétant. Oui. Alors, on est devant BFM TV. Aujourd'hui, c'est aussi pour réclamer une audience. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire à BFM, au ministère de la Justice, au ministre de la Santé et au président de la République Alors moi, j'ai écrit à tout le monde, au ministre de la Justice, à Adrien Taquet, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Je connais les représentants associatifs qui œuvrent soi-disant pour la protection de l'enfance. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on ne peut pas continuer avec un tel système, puisque les hommes d'État se doivent de protéger et de considérer les enfants de la République. Ce sont vos enfants de la République qu'il faut considérer. On est en train de sacrifier la jeunesse, la génération future. On fabrique par cette maltraitance des placements abusifs, on fabrique des futurs délinquants, des futurs terroristes. Mera était issu de la protection de l'enfance. On fabrique des futurs SDF, drogués, prostituées, des personnes avec des cas pathologiques graves. Pourquoi ne pas se mettre autour de la table, réfléchir ce qui manque? C'est pas de mettre forcément des moyens. On trouve ça aussi dans les combats des féministes sur les victimes de violences conjugales. Ce qu'il faut d'abord, c'est penser autrement, trouver une façon de réformer ce système. Et il existe des solutions, mais pour cela, il ne faut pas aller vers ces soi-disant représentants de la protection de l'enfance. Ce qu'il faut pour changer et construire un système bienveillant, c'est s'appuyer sur les parents et sur l'enfant, sur l'audition de l'enfant. Comment on auditionne un enfant? Justement, mais l'enfant, sa parole, elle n'est pas... de tous les cas qu'on a pu entendre, la parole de l'enfant, elle est mise de côté, elle est désuète. C'est l'enjeu majeur. Alors que c'est lui-même qui est concerné. J'ai l'impression qu'il n'est pas du tout, mais alors absolument pas entendu. En France, on ne considère pas la parole de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas un sujet unique à part entière.
Et c'est bien ça le problème. C'est pour ça que je dis qu'il faut, avant de mettre les moyens, il faut d'abord réfléchir autrement. Il faut repenser un système bienveillant. On peut le construire, c'est possible. Il y a beaucoup de parents qui ont travaillé par la force des choses sur ces problématiques-là. Je ne comprends pas qu'on puisse sacrifier les enfants de la République. Construisons un monde plus juste, soyons humanistes et arrêtons l'ubérisation de la protection de l'enfance, puisque c'est ça qui se passe. C'est ça dont il est question. Oui. C'est la manne financière. C'est ça. Donc, 8 milliards d'euros qu'on pourrait consacrer entre 8 et 13. 8 et 13 milliards d'euros qui sont manquants à la jeunesse. On l'a vu pendant la crise sanitaire et aux étudiants. Donc si on propose un système moins coûteux, on pourra utiliser cette manne financière pour, mettre les moyens dans la justice. Encore faut-il savoir où les mettre, parce que la justice, c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de simplification des procédures. Exactement. Voilà, comment on rend la confiance des citoyens en la justice, comment on peut accéder à l'information, comment on peut simplifier la façon de porter plainte. Il existe des solutions, construisons-les au lieu de dire constamment il faut des moyens. Oui, il faut des moyens, mais avant, il faut repenser un système bienveillant. Et surtout ne pas porter des accusations ou faire des signalements alarmants sans aucune preuve, sans aucun élément probant qui va étayer ce qu'on avance pour briser une famille toute une vie. Parce que le principe de l'ASE, c'est quand même un système qui vous prend en tenaille jusqu'à la fin de votre vie, surtout si vous ne vous taisez pas. On ne veut pas entendre les plaintes des parents plaignants à l'heure actuelle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. En tout cas, je te remercie, Samia. Est-ce que tu as une page pour être soutenue ou un endroit où on peut te joindre je ne sais pas. Alors, pour l'instant, au début, je ne voulais pas trop exposer mon cas, puisque j'ai beaucoup de mal à mettre ma vie privée comme ça normal. En public. C'était très difficile pour moi, même si j'ai un parcours politique. Mais Tu l'as fait parce que... Voilà, je l'ai fait pour servir la cause et pour donner l'alerte, mais aussi être force de proposition. C'est pas tout et d'être dans la critique. J'ai créé dernièrement, sous la pression de la population de ma ville, c'est ça qui est assez incroyable, c'est cette énergie, cette solidarité et cette bienveillance de la population. J'ai créé donc une page YouTube, Samia Bayol. Bayol, B-A-Y-O-L. S-A-M-I-A mon prénom, et Bayol, B-A-Y-O-L. Donc là, je viens de la créer il y a 2 jours, une page YouTube. D'accord, donc on peut te retrouver là-bas. Voilà, ou sur mon Facebook, ou je suis beaucoup aussi suivie sur Twitter. Pour l'instant, j'ai pas eu le courage de mettre mes vidéos sur Twitter. D'accord. Il faut que je passe le cap, mais ça va se faire. Ça va se faire. De toute façon, moi, je la partagerai depuis YouTube sur Twitter. Voilà, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Samia.